Merci de rester fidèle au programme de Médian TV Afrique. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro du débrief. Un débrief qui s'intéresse aujourd'hui à l'enseignement supérieur au Sénégal, qui, vous le savez, est secoué ces dernières années par des crises récurrentes entre les grèves des étudiants, les revendications des syndicats enseignants et la mise en œuvre des accords signés avec l'État du Sénégal. L'espace universitaire peine à se stabiliser et à cela s'ajoute la baisse du niveau des enseignements. Et pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec M. Malick Fall, qui est secrétaire général du syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Merci M. Fall. Bonjour madame, c'est un plaisir donc d'être à Médian TV et de me retrouver également à côté d'un collègue, M. Diatta, avec qui nous allons co-débattre. Et bonjour à tous vos auditeurs. Mais permettez-moi quand même de profiter de votre émission pour saluer tous les enseignants qui, dans les coins les plus reculés donc, du monde, sont en train tout simplement de faire leur job. Merci à vous. Voilà, les présentations sont déjà faites. Nous sommes également avec M. Taïbou Diatta, coach formateur dans l'enseignement supérieur. Merci M. Diatta. Merci madame, merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Et voilà, je suis ravi d'être ici avec mon co-débatteur, le secrétaire général du SAES. C'est un plaisir immense. En tout cas, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Mais avant tout, je vous propose de suivre un récit fait par Amadou Sabarba. Depuis quelques années, le système d'enseignement supérieur sénégalais est caractérisé par une récurrence de crises entre les grèves répétitives des étudiants et ou des enseignants. Sans compter la pléthore d'apprenants dans les amphithéâtres, la qualité des enseignements a baissé. Ainsi, l'université sénégalaise perd de plus en plus son lustre d'antan, alors que longtemps considérée comme une référence continentale. Aujourd'hui, la responsabilité est rejetée entre étudiants, gouvernement et syndicalistes quant à la dégradation du climat pédagogique et social au sein des campus universitaires. Et le corollaire de cette situation reste la baisse de la qualité des enseignements. Dans le souci d'apporter une dynamique nouvelle à l'université sénégalaise et répondre favorablement aux attentes des étudiants, le gouvernement sénégalais a annoncé d'importants investissements pour améliorer la qualité de l'offre de l'enseignement, mais aussi celle des œuvres universitaires. Des mesures évaluées à 8,160 milliards de francs CFA. Le président Macky Sall a également demandé la mise en place d'un comité de suivi et d'évaluation de ses engagements auprès de la communauté estudiantine en vue de consolider le dialogue et l'engagement commun autour d'un pacte de stabilité et de pacification dans l'espace universitaire. Alors, un élément signé à Amadou Sabarba et je vais commencer par vous par ailleurs. Monsieur Fall, à la suite de ce récit fait par Amadou Sabarba, quelle analyse faites-vous de l'état actuel de l'enseignement supérieur au Sénégal? Merci beaucoup, Madame Thiam. Je pense que votre collègue a quand même fait, disons, une analyse sur laquelle il y a des éléments sur lesquels nous sommes d'accord avec lui, sur d'autres éléments également. Nous pouvons tout simplement donc émettre quelques petites réserves. Mais peut-être qu'au cours de l'émission, nous y reviendrons beaucoup plus en détail. Mais ce qu'il veut dire, c'est que tout simplement, il y a donc des dynamiques qui sont enclenchées au niveau donc de l'enseignement supérieur. C'est vrai que ce secteur a connu donc des perturbations ces dernières années liées au fait que c'est vrai il y a eu beaucoup de réformes qui devaient être donc mises en œuvre. Et vous savez que toute réforme quand même a toujours quelques petites difficultés pour être mise en œuvre parce que bon, nous avons cette tendance un petit peu à toujours nous conforter dans nos habitudes, mais quand même ce sont des réformes qui quelque part sont nécessaires et comme je l'ai dit tantôt, donc nous sommes dans une dynamique et cette dynamique probablement peut-être nous mènera vers donc un sous-secteur plus ou moins stabilité. Alors, M. Diatta? Oui, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt. Quand on parle de baisse du niveau, moi je dirais relativement, hein, il faut revoir les choses un peu, parce que c'est relativement, hein, de toute façon, les universités au Sénégal sont toujours au lieu d'excellence et avec des enseignants de qualité. Mais également, il faut souligner de l'autre côté aussi que quand on regarde un peu l'élément, on peut se rendre compte facilement que, en fait, en réalité aussi, cette démarche inclusive a été mise en relief
Et je pense qu'au niveau de l'ANAQ-Sup aussi, ils sont dans cette dynamique, démarche inclus, étudiants, personnel PAT, enseignants, etc. Et il faut dire en fait qu'on en parlait tout à l'heure, la gouvernance universitaire a un rôle à jouer pour stabiliser le milieu universitaire. Surtout, même autorités. Par rapport à la qualité, nous allons y revenir tout à l'heure, mais les responsabilités sont partagées sur ce point. Hein. Où en est le dialogue pour l'apaisement définitif de l'espace universitaire? En fait, quand on parle de dialogue, de paix, de dynamique pour la paix, de stabilité, il faut mettre en relief ce que disait tout à l'heure mon co-débatteur, c'est qu'en fait, le milieu universitaire nécessite aujourd'hui des réformes majeures. J'ai un ami qui a refusé de terminer ses vieux jours au Sénégal parce que tout simplement, il disait que depuis Mathusalem, on a les mêmes types de formations, les mêmes types de curricula, etc. Donc du coup, il ne se retrouvait pas dans ça. Il est allé au Brésil pour montrer ses talents là-bas. Donc ce qui veut dire, à un certain moment, il fallait forcément des réformes. Et ces réformes s'imposaient. C'est là où je salue un peu le courage du ministre actuel, Mary Teuw Niane, et sa vision, justement parce qu'il le fallait. Il fallait qu'il y ait des réformes. Maintenant, ces réformes aussi doivent être portées par une certaine gouvernance universitaire qui a un certain type de leadership, qui peut inclure ce qu'on disait tout à l'heure, le marketing, une autre dynamique pour chercher des fonds, une dynamique de fundraising, etc. Donc du coup, ne pas s'adosser uniquement sur ce que l'État leur donne, mais également jouer leur partition pour apaiser, participer à un climat social apaisé. Et je pense que tout le monde nous sommes tous en partie prenante. Et tout le monde peut jouer sa partition par rapport à ça. Avant de revenir même aux réformes qui ont été faites en 2013, Monsieur Fall, j'aimerais bien que vous reveniez un peu sur ce dialogue qui se poursuit, qui se poursuit toujours pour l'apaisement de l'espace universitaire. Alors, je voudrais rappeler que nous sortons d'un séminaire la semaine dernière, il y a de cela presque moins de 2 semaines, pour la mise en place du comité du dialogue social sous-secteur de l'enseignement supérieur. Exactement. Donc, je voudrais rappeler que nous avons beaucoup travaillé pour la mise en place donc, de ce comité du dialogue social sous-secteur de l'enseignement supérieur. Qui est prôné par ailleurs par le chef d'État Macky Sall. Mais je voudrais dire même avant cela, parce que quand même, j'ai eu le privilège d'avoir, quand même, en tant que chargé de la relations extérieures du SAES à l'époque, c'était en 2013-2014 déjà, j'avais eu le privilège d'avoir esquissé donc, le premier projet de texte qui mettait en place donc ce comité du dialogue social sous le secteur de l'enseignement supérieur. C'est pour dire tout simplement que donc, nous sommes dans cette dynamique de dialogue social. Et il faut regarder également la démarche un petit peu du SAES depuis 2016. Les gens parlent beaucoup donc de grève, mais si vous regardez un petit peu dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur, vous remarquerez que depuis 2016, le SAES n'a pas observé plus de 20 jours de grève. Malgré tout ce qu'on dit. Et ce sont des grèves parallèles. Qu'est-ce qui explique cela? Parce que nous avions initié une nouvelle démarche. Une démarche qui consistait tout simplement à privilégier les discussions, à privilégier la production de documents qui sous-tendent toutes nos revendications et qui proposent également des solutions de sortie de crise. Et ce sont ce type donc disons de management donc du dialogue social que nous avons essayé donc d'initier avec le gouvernement, qui nous a permis aujourd'hui, disons donc non seulement de limiter en tout cas donc les grèves au niveau du sous-secteur de l'enseignement supérieur, mais également d'intervenir même dans le règlement donc de conflits au niveau de l'enseignement supérieur, notamment avec les étudiants, où le SAES également s'est beaucoup impliqué pour trouver donc des solutions de sortie de crise. Mais également toujours une démarche qui nous permet d'anticiper sur les questions, mais également de pouvoir, disons, établir un dialogue permanent avec notre tutelle, c'est-à-dire donc le ministère de l'Enseignement supérieur, et d'essayer en tout cas de nous, disons, d'avoir quand même un consensus autour donc des grandes questions qui concernent donc l'enseignement supérieur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si vous regardez, effectivement, le sous-secteur est plus ou moins, en tout cas du côté des enseignants,
il y a une certaine stabilité qu'il faut noter. Et je pense qu'il faudrait également que les gens aient le courage de le reconnaître, que depuis 2016, quand même, nous avons un sous-secteur qui est plus ou moins stable. Maintenant, c'est vrai, il y a l'intervention des étudiants, parce que quand même, il faut le dire, le secteur est un secteur qui concerne trois composantes. Il y a la composante enseignante, il y a la composante étudiante et vous avez également la composante personnelle administrative, technique et de service. Donc chacune de ces composantes a ses propres revendications et a ses mécanismes également, disons, de revendication. Donc, ce qu'il faut maintenant, et c'est pourquoi c'est heureux que nous avons mis en place donc, ce comité de dialogue social sous secret de l'enseignement supérieur, qui devrait être en tout cas donc, un mécanisme pour pouvoir tout simplement prévenir et régler donc, les conflits au sein en tout cas donc, de l'enseignement supérieur. Mais il faut dire que chaque composante a ses propres spécificités et a également ses propres mécanismes pour tout simplement dérouler ses revendications. Et il faudra prendre tout ça en charge pour pouvoir avoir un sous-secteur stable complètement. Et par rapport même à ces revendications, avant même d'en revenir avec ce comité, on parle de grève avec le SAES en début de ce mois. Qu'en est-il? Vous savez, en réalité, il faut également que l'on comprenne un peu comment est structuré donc, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Nous avons, à la naissance du SAES, il n'y avait que 2 universités. Il n'y avait d'abord qu'une seule université, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ensuite, il y a eu l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Entre-temps, le SAES a grandi. Disons, la carte universitaire s'est élargie. Il y a eu de nouvelles universités. Donc, avec ces nouvelles universités, forcément, on ne peut plus avoir la même forme de gouvernance au niveau du SAES qu'on avait quand nous n'étions qu'une seule université. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la nouvelle gouvernance donc, du SAES, nous avons un bureau national qui est donc, disons, l'organe directif. Maintenant, à côté de ça, nous avons ce que l'on appelle donc les coordinations. Chaque université est érigée en coordination. C'est-à-dire que plus le bureau s'agrandit, plus les revendications sont fortes. C'est ça que je tente de vous expliquer. Vous avez des coordinations. Et les coordinations, on leur permet d'avoir une petite autonomie pour prendre en charge les questions qui sont exclusivement du ressort donc, de leur recteur. Et c'est comme ça que c'est établi. Les coordonnateurs ne peuvent parler qu'à leur recteur. Et c'est le bureau national qui doit maintenant s'adresser au ministre et au gouvernement d'une manière générale. Donc il y a des questions qui sont des questions purement locales, qui concernent la coordination. Et ces coordinations-là peuvent effectivement, donc, disons, prendre en charge donc, ces revendications-là. Et ça, c'est par rapport à votre structuration, mais par rapport à cette grève annoncée, qu'en est-il? Non, je vous dis tout simplement, il y a des menaces qui sont proférées par-ci, par-là. Nous allons travailler, comme je l'ai dit tantôt. Et pour savoir les causes, justement, avant d'en venir au comité? Non, en réalité, les causes, c'est simple. Hein, parce qu'il y a au niveau de Dakar, et ça également, il faut le comprendre. Dakar, par rapport aux autres universités, c'est un mammouth. Dakar concentre près de 1300 enseignants. Là où les autres universités ont à peu près 300 enseignants au plus. Dakar a 1300 enseignants à peu près. Dakar a presque 80 000 étudiants. Dakar a environ 1400 personnes administratives, techniques et de services. L'université de Dakar concentre, c'est un concentre, c'est plus qu'une ville. Il y a presque 100 000 personnes qui se lèvent tous les jours et qui viennent à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et donc forcément, les problèmes que nous avons à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ne peuvent pas être les mêmes que les problèmes que nous avons dans les autres universités. C'est-à-dire que quand vous avez un problème à Bambey, il est multiplié par 10, par 100 même à Dakar. Donc du coup, effectivement, il y a eu des retards, notamment au niveau des avancements, il y a eu donc des retards au niveau donc, des reclassements, il y a eu également des problèmes au niveau donc, des contrats de performance, où effectivement donc, la coordination de Dakar avait souhaité qu'il y ait une plus grande lisibilité. Et donc ce sont ces différents éléments qui ont été mis sur la table. Et voilà, nous sommes des syndicats. Voilà, nous sommes un syndicat, de temps en temps, il nous faut donc mettre le feu pour pouvoir régler nos problèmes. Mettre le feu pour régler le problème, mais avec la manière. Mais je vous dis tout simplement que, vous savez, il y a l'effet de communication, de temps en temps, il faut... Communication, justement, nous allons y revenir. Mais Monsieur Diatta, j'aimerais bien que vous reveniez un peu sur ce comité de suivi et évaluation des engagements auprès
auprès de la communauté estudiantine mise en place par le chef de l'État Macky Sall. Déjà, qu'en pensez-vous? En fait, déjà, permettez-moi de revenir sur une partie de l'intervention de mon co-débatteur, à savoir, moi j'aime bien qu'on identifie des problèmes. On fait l'inventaire de l'existant. Mais si on identifie des problèmes et qu'on les pose, ça c'est un autre problème. On déplace le problème, on ne règle pas le problème. Donc c'est l'occasion de saluer cette démarche en identifiant des difficultés et de proposer des solutions. Première chose, c'est une chose importante. Alors l'autre aspect aussi qu'il faut souligner, c'est qu'en fait le milieu universitaire est par excellence un milieu de polémique, de revendication et de positionnement. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est le vécu quotidien des universités. Alors, c'est un milieu par excellence de polémique, donc à un certain moment de revendication. Mais ce qu'on doit dire, c'est qu'en fait, il faut à un certain moment qu'on se retrouve sur l'essentiel. J'emprunte un peu cette réalité en négoce international. On dit, attention, il y a des pays où les investisseurs évitent ce qu'on appelle le risque politique catastrophique et de non-transfert. Parce que tout simplement, il y a stabilité, il y a, au niveau politique, au niveau, etc. À un certain moment, les investisseurs évitent ce genre de pays. C'est la même chose aujourd'hui aussi. Nous avons en commun l'impérieuse nécessité de tout faire pour, disons, garantir cette qualité au niveau des enseignements, mais aussi de la reconnaissance de nos enseignants. Alors, parlant du comité, en réalité, c'est qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est une démarche inclusive. Chaque partie a sa partition à jouer. C'est l'occasion aussi parfois d'amener les étudiants, de faire un appel pour leur faire comprendre qu'en fait, il y a des enjeux. Au-delà de ce que vous voyez, en fait, comme j'ai l'habitude de dire, parfois on peut voir la façade, mais de l'autre côté, on ne voit pas. Donc il y a des enjeux, donc il va falloir que tout un chacun puisse être dans cette attitude positive et puisse, disons, cultiver ce qu'on appelle la nécessité de se retrouver sur l'essentiel, taire les divergences personnelles, provoquer l'efficacité collective. Alors l'État a mis en place ce comité, mais moi j'ai l'habitude de dire, moi j'ai jamais salué un État. J'ai jamais salué un État. C'est des acteurs, c'est des individus comme vous et moi qui sont appelés à conduire une politique, une dynamique. C'est leur devoir. C'est leur devoir, c'est une finalité. Donc à eux de tout faire, de mouiller le maillot pour l'atteinte des objectifs. C'est à eux de mouiller le maillot, mais nous avons observé, d'une part, à chaque fois, c'est le même cycle. Vous posez des revendications, on résout une partie des revendications, il y en a d'autres qui sont laissées en rade. C'est tout le temps le même processus. Mais est-ce la bonne des manières de régler le problème? Peut-être que mon commentaire va en parler. Oui, mais en fait comme je disais tout à l'heure, on pose des problèmes, on propose des solutions. Avec la manière. Avec la manière. Mais la continuité pose souvent problème, n'est-ce pas? Alors, Monsieur Fall. moi j'aimerais bien qu'on s'entende un peu, que vous m'expliquiez un peu qu'est-ce que vous appelez par la manière. La manière, par exemple, sur 6 revendications, les 5 ou les 4 sont résolues. Qu'en est-il des 2 autres? Alors, vous savez, ça ce n'est plus un problème des syndicats. Ça veut dire que maintenant c'est un problème de notre vis-à-vis. Parce que comme vous le dites, nous avons des revendications. Nous posons nos revendications, nous nous retrouvons avec donc, les autorités autour d'une table de négociation. Les négociations, ça veut dire c'est du donnant-donnant. C'est ça qu'on appelle négocier. Ça veut dire qu'on discute, je lâche du lest, vous lâchez du lest, et nous nous retrouvons sur un point pour essayer de trouver un consensus. Alors, donc si dans ce jeu, nous nous retrouvons sur un point sur lequel nous sommes tous d'accord, la logique voudrait que chacune des parties puisse respecter sa part donc de cet accord-là. Donc s'il y a maintenant un retour de la part des syndicats pour dire que les accords n'ont pas été respectés, ce n'est pas de leur faute. Je pense que c'est de la faute de ceux qui devaient respecter ces accords et qui ne les ont pas respectés. Mais ce qu'il faut tout simplement dire, c'est également qu'il faut éviter ce phénomène qui consiste à noyer les véritables revendications dans le nombre de points résolus. Parce que quelquefois, vous avez un point focal. Maintenant, vous avez des revendications subsidiaires qui sont tout simplement donc, des revendications de seconde nature, entre guillemets. Alors,
les gouvernements ont souvent l'habitude de régler donc ces problèmes subsidiaires pour dire que sur les 12 points de revendication, nous avons réglé les 10. Il ne reste que 2. Ça, c'est de la com sur le plan. Loin de moi l'idée de les défendre, mais à chaque fois qu'ils satisfont une partie de vos revendications, n'est-ce pas à votre tour aussi de trouver un compromis au grand bénéfice des étudiants qui sont les principaux perdants? Le compromis, c'est d'abord avant. C'est-à-dire le compromis, c'était de trouver un accord. Parce que quand vous venez, vous discutez, vous avez beaucoup de points de revendication. Mais vous avez discuté et vous avez pu avoir un compromis pour pouvoir, disons, signer un protocole d'accord. C'est ça le compromis. Parce qu'il y a eu beaucoup de discussions en amont qui ont permis d'avoir ce compromis-là. Et c'est ce compromis maintenant qu'il faut chercher à satisfaire. Et nous avons l'habitude, nous, au niveau du SAES, disons, d'employer une formule pour dire souvent que nous avons un accord avec le gouvernement, nous faisons une grève avec le gouvernement pour avoir un accord. Et ensuite, maintenant, nous faisons une deuxième grève avec le gouvernement pour faire respecter l'accord. Et quelquefois, nous faisons une troisième grève même pour pouvoir faire respecter tout l'accord. Ça veut dire que donc, quelque part, il y a, disons, la nécessité pour chacun d'entre nous. Parce que quand même, nous sommes, au-delà de l'aspect revendicatif, nous sommes des responsables. Et ensuite, nous avons en face de nous des étudiants que nous sommes en train de formater. C'est-à-dire que nous formatons des dirigeants de demain. Et ces dirigeants de demain-là, nous voulons que, du point de vue de l'éthique, du point de vue du respect de la parole donnée, du point de vue du respect des engagements, que nous puissions donc leur inculquer en tout cas certaines valeurs. Et il y va de notre crédibilité, aussi bien au niveau syndical qu'au niveau des autorités, pour que tout simplement, quand nous sommes d'accord sur quelque chose, que nous essayons autant que faire se peut de respecter cela. Et que si, d'aventure, il y a des difficultés qui nous, disons, qui nous rejoignent en cours de route, que nous ayons l'humilité et, disons, cette capacité à reconvoquer les gens pour leur dire, en tout cas, voilà ce sur quoi nous étions entendus, mais nous avons été, disons, rattrapés par telle ou telle situation. Nous souhaiterions que cette situation sur laquelle nous étions d'accord, que nous puissions tout simplement donc la déférer. Mais nous sommes tous des déjà, M. Diatta, êtes-vous d'avis? Parce qu'on leur reproche assez souvent, même par rapport à leurs revendications, on entend rarement le nom des étudiants qui reviennent. Il y en a même qui se plaignent, qui disent, on n'entend jamais les enseignants dire que nous faisons cette grève parce que les étudiants ont besoin de ceci ou de cela, mais c'est tout le temps pour leurs intérêts personnels. Vous déjà, que pensez-vous de ces arguments qu'il vient de poser En tant qu'enseignant, moi j'ai l'habitude de dire, même en tant qu'enseignant, que parfois on revendique, mais on oublie un peu la logistique, on oublie les étudiants, les conditions pour dérouler un cours. On est beaucoup plus dans d'autres types de revendications. Alors j'ai l'habitude de le dire, c'est beaucoup plus le côté pécunier. Et c'est vrai qu'on comprend un peu ce qui se passe à ce niveau. On a besoin d'être dans les conditions normales de température et de pression. Ça, c'est une réalité, il ne faut pas l'occulter. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à un certain moment, on est beaucoup plus centré sur ça, les revendications, que sur les conditions de travail, les étudiants, les difficultés, etc. Donc du coup, à un certain moment, je pense on saute une étape. Et alors, à un certain moment, ça peut constituer un blocage difficile à régler. Pourquoi? Parce que l'État peut avoir une bonne volonté de vouloir régler les choses, mais en réalité, à un certain moment, ce qui se passe, l'État n'a pas les moyens. D'où la nécessité de revenir encore une fois sur ce que je disais tout à l'heure, cette gouvernance universitaire qui doit avoir des individus qui peuvent capter des fonds, qui ont la nécessité, et en fait, le tact de chercher des moyens additionnels pour faire face à des types de revendications qui sont parfois légitimes, qu'on comprenne, qu'on valide, qui sont légitimes, mais pour faire face à leurs besoins. Alors, en réalité, l'État peut avoir cette bonne volonté de vouloir bien faire les choses, de respecter ses engagements, de décanter la situation, mais est-ce que les fonds sont disponibles? C'est la question qui se pose, d'où la nécessité d'aller vers, disons, ce type de gouvernance universitaire qui sait chercher des fonds et qui attire des fonds pour régler ce type
de problèmes. Alors, c'est l'occasion aussi de saluer, moi je l'ai dit tout le temps, partout, la naissance de l'université virtuelle, parce que ça peut permettre de désengorger, mais aussi de régler un certain nombre de problèmes, parce qu'avec ce maillage au niveau national, bientôt 50 ENO, les ENO en construction, donc ça peut aider à régler un peu ce genre de problème. Justement, nous allons y revenir parce que d'après certains, ces universités virtuelles-là ont été créées pour déjà aspirer ce gap-là, parce que chaque année, il y a le nombre d'étudiants qui augmente et qui se multiplie. Et là, ce sont les principales victimes qui, on se demande même si elles participent aux tables de négociation. Mais tout cela, nous allons en parler dans la seconde partie du débrief. Restez avec nous. Voilà, vous êtes avec nous sur Médian TV Afrique et là, nous sommes dans la seconde partie du débrief. On poursuit et là, nous allons parler du niveau des étudiants, les principales victimes. Avec les multiples grèves, ils ne font pas correctement leurs cours. Vous savez, l'université aussi, il faut partir d'une réalité. Quand on parle d'université, on parle d'univers, dans un premier temps. Dans un second temps, quand on parle d'université, l'étudiant doit pouvoir se prendre en charge. Ça, c'est une réalité. Parfois, on oublie ça dans nos universités. Ça dit que l'étudiant doit fouiner, bouquiner, chercher alors, à comprendre et à avoir un certain type de niveau. C'est vrai, je suis d'accord avec M. Fall qui disait on est en train de formater un nouveau type d'étudiant. C'est un rôle. C'est une nécessité, c'est une obligation. Mais dans un premier temps, même avec ou sans les grèves, l'étudiant doit pouvoir bouquiner, fouiner pour trouver le savoir. Pour cela, il faudrait qu'il puisse être orienté. Oui, bon, peut-être oui, je suis parfaitement d'accord. Mais de l'autre côté aussi, ils ont besoin d'un accompagnement, d'un coaching, de la présence d'enseignants, etc., pour les amener vers un certain niveau de production intellectuelle. C'est comme qui dirait avoir des garde-fous qui vous disent alors vous avez fait ça, ça c'est pas bon, c'est peu, c'est pas suffisant, il faut aller vers ça. Ça, c'est pas une démarche scientifique, etc. Les amener vers, disons, cette performance. Ça, c'est une réalité. Mais si on parle de grève et qu'on dise à un certain moment, oui, il y a grève, il y a problème de niveau, il y a baisse de niveau, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Alors, non seulement la baisse de niveau, c'est relativement, mais aussi de l'autre côté, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'étudiant doit aller à la recherche du savoir en milieu universitaire. Il ne faut pas tout attendre des enseignants. Il faut que ça change de paradigme, de façon de voir les choses. Alors, je vais ajouter quelque chose aussi. En fait, il faut qu'aujourd'hui au Sénégal, que l'on puisse reconnaître qu'il y a une nouvelle dynamique. Cette nouvelle dynamique, je ne suis pas là pour chanter les louanges des autorités, mais la cité du savoir à Diamniadio. Il y a la cité du savoir, les ISEP, etc. Il y a énormément de dynamique pour, disons, régler le problème des étudiants, les orienter à être beaucoup plus, comment on appelle ça, opérationnels. Mais il faut qu'ils puissent, les étudiants eux-mêmes, bénéficier de ces opportunités, capter ces opportunités et bénéficier de ces opportunités. Mais aussi qu'ils changent de mentalité, de paradigme, en attendant, comme on a l'habitude de faire, on attend tout de l'enseignant, alors ça pose problème. Donc changer de mentalité en quoi faisant, si vous pouvez plus expliquer déjà en tant que coach? Je parle en fait d'aller sur le terrain, de fréquenter les bibliothèques, aussi bien numériques que physiques, aller à la recherche du savoir, et ne pas attendre toujours le cours pour pouvoir avoir les connaissances nécessaires. Alors c'est comme ça que ça se passe. Même si on a tout le temps l'enseignant dans les amphis, alors les enseignants dans les amphis, à un certain moment aussi, il faut compléter. Alors il faut que ça change de mentalité. Ça dit cette forme de facilité, attendre tout de l'enseignant, ça pose problème. D'ailleurs, ça ne peut pas les amener vers un certain niveau de performance, à mon humble avis. Vous partagez cet avis? Alors, vous me permettrez d'abord de faire une petite rectification sur la première partie. Parce que quand même, je ne peux pas parler pour le compte des autres ordres d'enseignement et des autres syndicats. Mais pour le syndicat que j'ai aujourd'hui l'honneur de diriger, qui est donc le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, il serait très malvenu de ma part d'être dans un débat où on dit effectivement que le syndicat s'est beaucoup plus intéressé à ses propres intérêts. Je vous inviterai
vous êtes donc des journalistes, je vous inviterai à regarder tous les protocoles d'accord qui ont été signés par le SAES et le gouvernement ces 15 ou 20 dernières années. Et vous vous rendrez compte que nous sommes loin de ce cliché-là, de syndicat qui est là tout simplement pour ses propres intérêts. Au contraire, il y a eu même des moments où notre lutte a été diluée dans le fait que nous avons beaucoup plus pris en charge d'autres questions qui sont des questions autres que celles qui nous concernent. C'est vrai, je l'ai dit tantôt à l'entame de mes propos, nous avons des composantes. Et chaque composante a ses spécificités et doit prendre en charge ses revendications. Mais au-delà de ça, si vous regardez en tout cas les derniers, comment on appelle encore, les protocoles d'accord qui ont été signés par le SAES, vous vous rendrez compte que nous sommes beaucoup intéressés à la qualité de l'enseignement et également à la condition de vie des étudiants. Et je ne veux pas dévoiler ici des secrets, mais même dans la gestion de la crise actuelle, le SAES quand même s'est beaucoup impliqué pour trouver des solutions pour les étudiants. Je m'en arrêterai là tout simplement pour dire que, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dévoiler sur la place publique ou sur un plateau de télévision, mais je voudrais dire tout simplement quand même que de tout temps, le SAES a toujours été aux côtés des étudiants. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, quand vous regardez, tous les dirigeants des étudiants que vous avez, qui ont été dirigeants d'étudiants, quand ils ont été recrutés, sont directement allés au SAES. Parce que nous avions l'habitude de travailler avec beaucoup, en termes d'orientation, en termes de conseil, en termes même d'aide. Donc, je pense que quand même, il y a un cliché populaire. Vraiment complet, parce que ce qui se passe. Ne pensez-vous pas quand même que tous ces efforts que vous faites sont annihilés par les grèves? Non, mais attendez, madame, les grèves. Quelles grèves? Les grèves des étudiants, les grèves des enseignants ou quoi? Dès lors qu'il y a grève, il y a absence dans les grèves, madame, il faut analyser les choses, non pas de façon désagrégée, mais de façon agrégée. Parce que, qu'est-ce qui est à l'origine des grèves? Si vous regardez, la plupart du temps, quand les étudiants vont en grève, c'est pour des questions sociales. Ça veut dire que donc les bourses ont tardé à être payées, et dès qu'ils sortent le matin, avant midi, les bourses sont payées. Ça veut dire que donc il y avait les possibilités de les payer. Pourquoi avoir attendu? C'est-à-dire que pourquoi aujourd'hui on entretient cette culture de la violence qui voudrait que si vous voulez avoir quelque chose, il faut que vous soyez violent. Et tout ça, ce sont des paramètres qui influent sur la qualité au niveau de l'enseignement. Mais la qualité... Que là, l'étudiant, il est plus préoccupé à sa bourse qu'au cours dont il bénéficie. Mais je suis d'accord avec lui quelque part, quand il dit effectivement que les étudiants également ont cette impérieuse nécessité d'aller à la quête du savoir. D'ailleurs, quand vous regardez même avec le système LMD, dans les crédits qui sont alloués, vous avez un important crédit qui est alloué au TPE, le travail personnel de l'étudiant. Ça veut dire que donc, c'est crédité au même titre que donc, les yeux. Ça veut dire qu'on demande à l'étudiant de faire un effort. D'ailleurs, pourquoi nous, dans l'appellation, on appelle les assistants, les maîtres de conférences et les professeurs? Mais quelqu'un est un maître de conférence, c'est quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est venu pour faire une conférence. Ça veut dire que quand vous venez pour faire donc donner des grandes lignes, des orientations, et maintenant il appartient à l'étudiant, en fonction donc de ces orientations, et également de les indications que vous leur avez données sur la bibliographie, mais d'aller également à la question. Et je voudrais souligner ici une chose. Quand vous quittez le palier de la licence et que vous venez au niveau du palier du master, moi j'ai une satisfaction extraordinaire quand je regarde mes étudiants. Entre la deuxième année, quand je les prends, et quand ils arrivent en master, je vois la transformation. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a deux effets qu'il faut combiner, ou trois effets qu'il faut combiner. Le premier effet, c'est quoi? C'est l'effet nombre. Ils quittent un niveau où vous avez une surpopulation. Ils vont dans un niveau où la population est plus ou moins maîtrisée. Deuxièmement, ils sont mis en confiance. Et nous avons des systèmes, des systèmes d'apprentissage qui les incitent à aller eux-mêmes
faire des travaux de recherche parce que nous leur donnons simplement donc des sujets pour leur demander donc d'aller faire la bibliographie et de les... Et voilà. quand Cette même confiance découle du fait qu'ils sont toujours, ils ont toujours leurs professeurs en leur présence. C'est ça que je voulais dire, ça dit que le coaching est très rapproché. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'on quitte un milieu où la population il y a une surpopulation, vous allez dans un autre niveau où maintenant c'est une population plus maîtrisée, où vous avez un contact presque direct entre l'enseignant et les étudiants. Mais également il y a un autre aspect, qui est un aspect financier. C'est qu'ils ont une bourse de 3e cycle. Ça veut dire que donc ils sont un peu plus à l'abri de certains besoins. Donc c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il faut, c'est une combinaison d'éléments qu'il faut prendre en charge pour pouvoir expliquer. Maintenant la baisse de niveau dont on parle, c'est pourquoi je disais tout à l'heure à l'entame de mon propos que j'étais d'accord sur certains éléments de votre collègue, mais sur certains éléments je ne suis pas d'accord. Parce que les gens parlent de baisse de niveau. Mais baisse de niveau par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quel référentiel? Déjà, je vais vous donner un élément très simple, un exemple très simple plutôt. Pas mal d'étudiants ne savent pas s'exprimer. Donc vous dites qu'il y a une baisse de niveau dans l'expression en français. Et pas non seulement dans l'expression, mais au niveau même des résultats, parce que ça se sent. Non. Allons-y, si vous voulez vraiment... je ne vais pas vous apprendre, vu que vous-même, vous êtes professeur. Non, c'est pas une question. Non, on est en train de dialoguer. Je vais vous dire, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il faut éviter de faire une lecture désagrégée des choses. Parce qu'un étudiant, il arrive à l'université, il a suivi un cursus. Oui. Il faut prendre en charge tout ce passif. Et le problème, c'est tout à ce niveau. Ce passif-là, il faut le prendre en charge. Et dans ce passif-là, qu'est-ce que nous avons? Mais c'est un véritable problème de politique éducative dont nous avons été victimes. Pendant très longtemps, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 80, on a commencé avec l'intervention des institutions internationales. On a commencé à nous imposer de nouvelles politiques éducatives. D'abord, on a commencé par les classes à double flux. Ensuite, on a évolué pour aller vers les systèmes de volontaires, de vacataires, de corps émergents comme on dit. Mais il y a eu également l'intervention de l'État. Parce que tous les sortants de la FASTEF à l'époque, de l'école normale d'abord, et ensuite plus tard de la FASTEF, c'est quoi? C'est que vous terminez vos formations en fin juin. Le 1er juillet, vous êtes recruté comme fonctionnaire. Qu'est-ce qui s'est passé après? L'État, pour faire des économies, a décidé de dire que maintenant, on ne peut plus maintenant recruter l'enseignant à partir du 1er juillet. Parce qu'on va le payer à ne rien faire. Parce que nous sommes en vacances. Donc il faut attendre d'abord le mois d'octobre pour commencer à le payer. Et sur ce point, excusez-moi, je vais poser la question peut-être à notre coach. Mais vraiment, j'aurais vraiment aimé que vous me donniez au moins 2 à 3 minutes pour au moins consolider ce que je suis en train de dire. Parce qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit non. 30 secondes peut-être, mais pas et 2 ensuite, 3 maintenant, minutes. après, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Non. Maintenant, l'État dit, pour des questions donc, de budgétaires, nous allons maintenant vous recruter comme vacataire. Ensuite, comme contractuel. Ça veut dire que vous avez 2 années de vacation, ensuite vous avez 2 années de contractualisation, avant maintenant qu'on vous titularise. Mais entre-temps, si vous étiez à 31 ans ou à 32 ans, vous faites 4 ans de contractualisation et de vacatariat. Vous vous retrouvez à 36 ans, vous n'êtes plus un fonctionnaire. Parce que l'État du Sénégal, vous ne pouvez être fonctionnaire qu'en deçà de 35 ans. Ça veut dire que maintenant vous êtes versé dans le corps des décisionnaires. Ça n'a pas la même signification sur le plan salarial, ni sur le plan également de la stabilité. Mais c'est tout un ensemble d'éléments. Ensuite, il y a eu également les politiques de quotas sécuritaires. Et là, nous allons y revenir plus tard, mais j'aimerais bien qu'avant qu'on dépasse ce cap, déjà avec notre coach, parce que nous avons un coach sur le plateau, que vous reveniez un peu sur les politiques éducatives qui ont été instaurées par le gouvernement du Sénégal. C'est vrai qu'il y a des manquements, mais selon vous, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut revoir les choses en profondeur, aussi bien dans la forme que le fond. Alors moi, je ne suis pas forcément adepte de cette politique de volontaires, etc., de corps émergents, je ne suis pas adepte. Parce qu'il y a un lot de désolation, il faut le reconnaître. Cette politique n'avait pas lieu d'être. Peut-être avec les institutions de Bretton Woods, peut-être avec la coopération, etc., l'intervention au niveau de l'enseignement.
Mais ce qu'il y a lieu de souligner, c'est qu'en fait, c'est des mesures en déphasage par rapport à nos besoins et nos réalités socioculturelles. Il faut reconnaître, c'est comme les programmes d'ajustement structurel. Alors, c'est la même chose. À un certain moment, ça nous a amené à ce niveau où, comme on disait tout à l'heure, il y a eu des enseignants au niveau des classes qui ne s'exprimaient pas bien et que leurs élèves aussi sont dans la même dynamique finalement et qui vont traîner jusqu'à l'université. Il faut reconnaître. Alors, à un certain moment, c'était une démarche fourre-tout. D'une manière ou d'une autre, hein, ce n'est pas jeter du sable sur le travail des personnes qui ont eu à piloter ces types de dynamique. Mais ce qu'il y a lieu de dire, c'est qu'il y a un lot de désolation, il y a eu à un certain moment une certaine forme de contre-performance, que l'on y mette le paquet, etc., les dynamiques et autres. Mais quoi qu'il en soit, c'est qu'en fait, en réalité aussi, ce n'était pas, à mon humble avis, la bonne dynamique, les bonnes décisions. C'est-à-dire qu'il fallait voir autrement, chercher autrement les solutions pour, disons, aller vers ce que nous cherchons, c'est-à-dire un enseignement de qualité. Et autre chose, les infrastructures qui progressent bien moins que le rythme de l'accroissement des effectifs dans les universités sénégalaises. Mais actuellement, l'université de Gaston Berger de Saint-Lé est en train de préparer la réception de 1000 lits. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et à l'université Cheikh Anta Diop aussi, il y a une dynamique. Hein, où vous voyez, même au niveau de l'architecture de l'université Cheikh Anta Diop, ça a nous observons qu'il y a des travaux qui sont considérablement changé. Le siège de l'université virtuelle est à réceptionner très bientôt. La Cité du Savoir également. Il y a d'autres dynamiques. Hein, il y a la médecine nucléaire qui est en train d'être expérimentée. Mais sont-ils suffisants ? Non, vous savez que, en fait, comme je dis, hein, j'ai l'habitude de dire, le management nous enseigne cela, les choses se font avec, étape par étape. C'est un processus, c'est à la fois d'un processus d'ajustement et de réajustement, mais également il faut poser des actes et step by step, progressivement, ça va venir. Mais les choses ne peuvent pas se changer avec une baguette magique. Il faut reconnaître que ça prendra du temps, mais déjà apprécier ce qui est en train d'être fait. Et progressivement, ça peut amener un certain niveau de production intellectuelle. Alors, je le disais récemment qu'en fait, on parle de sous-développement, ce n'est pas des milliards qu'on injecte pour dire ouais, ça y est, nous sommes développés. Non, ce sont les conditions normales de travail, etc. Et en termes d'infrastructure, je pense que, et je suis fondamentalement convaincu qu'on est en train de poser des actes par rapport à ça. Rien que l'université virtuelle, vous vous rendez compte que les ENO, ce que le grand public ne maîtrise pas, c'est qu'en fait, en réalité, les ENO même doivent avoir un dispositif pour faire télémédecine. Oui, en fait, un dispositif de dernière génération pour faire télémédecine. Donc, il y a tout ce qu'il faut en termes de conditions pour faire un nouveau type d'enseignement. Alors, donc, ça veut dire que les infrastructures viennent petit à petit, mais tout de même, il y a un réel effort à faire. L'État fait des efforts, mais on en veut toujours plus. Non, ce n'est pas une question dont on en veut plus, parce que c'est une nécessité. Oui. Nous sommes dans une dynamique pour être comme tout le monde, dans une dynamique d'émergence. Alors, mais je voudrais rappeler une chose, hein, dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, parce que nous voulons assurer une qualité complète dans l'enseignement supérieur. Donc, il faut d'abord régler en amont ces questions-là. Et c'est heureux maintenant. Il faut le dire. Hein, parce qu'il y a eu, dans tout ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire encore. Mais il y avait également la suppression des écoles de formation d'instituteurs. C'est heureux maintenant que l'État ait décidé de revenir sur les fondamentaux. Nous avons maintenant des écoles de formation d'instituteurs qui sont instaurées. Nous avons maintenant des concours d'entrée, les gens sont formés. Disons, ce plus-value-là, nous ne pourrons l'avoir que dans 20 ans, 15 ans. Oui. Parce que nous sommes en train maintenant de repartir à la base pour former. Donc ces produits-là, il faudra... Et c'est pourquoi, une fois le ministre Seigne Baïkam l'avait dit, les gens l'avaient rué, disons, donc, c'était rué dans les brancards, mais c'était vrai. C'est-à-dire quand vous commencez maintenant à semer, les graines, vous ne pourrez les cueillir que plus tard. Maintenant, revenons au système d'enseignement supérieur, parce que pour le moment, nous n'allons pas attendre que ce produit-là vienne
pour pouvoir maintenant dire voilà la qualité de l'enseignement supérieur. La qualité de l'enseignement supérieur, elle est concomitante, elle est consubstantielle à plusieurs choses. Aujourd'hui, nous notons dans le système d'enseignement supérieur une tendance que l'on a notée dans le secondaire et que nous sommes en train de décrire et qui a été à l'origine donc de cette décadence. C'est la vacatarisation. Au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons une tendance à vacatériser les gens. Vous avez combien de jeunes docteurs aujourd'hui? Combien y a-t-il de jeunes docteurs qui sont là, mais qu'on ne recrute pas? Parce que tout simplement, nous privilégions le système de vacatariat. Exactement. Et ce qui n'est pas bien, premièrement. Donc, si nous voulons assurer la qualité de l'enseignement supérieur, il faut d'abord qu'on ait cette, volonté de recruter les enseignants. Mais deuxièmement, la qualité de l'enseignement supérieur également, c'est les infrastructures et les équipements. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons des laboratoires équipés de dernière génération pour pouvoir prendre en charge les enseignements théoriques que nous avons dispensés. Parce qu'il y a les enseignements théoriques, sinon on resterait de gros lycées, comme je l'ai dit tantôt. Donc, je l'ai dit à l'entame de vos propos, l'université c'est un lieu de production du savoir. Produire du savoir, ça veut dire qu'il faut avoir des laboratoires. Il faut qu'on soit adossé sur les laboratoires de recherche. Mais ces laboratoires également de recherche-là, ils doivent être équipés. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement donc de mettre en place des bâtiments. Et pour cela, il faut une bonne politique et des investissements. L'investissement, c'est là où, comme on le disait tout à l'heure en off, nous devons avoir des dirigeants d'université qui sont, c'est-à-dire de nouveaux types de dirigeants, qui sont des managers. Et de bons marketeurs. Qui vont... Non seulement, d'abord, leur rôle, c'est d'abord de manager. Dans le management maintenant, il y a tout un ensemble d'éléments à prendre en considération. Il y a effectivement ces aspects donc, de marketing il faut aller chercher donc, de véritables marketeurs pour vendre les produits. Mais avant de vendre le produit de l'université, il faut d'abord que l'université produise un produit. Et pour que l'université produise un produit, il faut d'abord que nous ayons les moyens. Et il y a 2 ou 3 éléments, parce que je ne pense pas que nous aurons le temps de développer tout ce que nous voulons dire. Mais il y a 3 éléments de mon point de vue qui sont extrêmement importants dans la prise en charge donc, de stratégies de financement innovant pour les universités. Premièrement, je le disais tantôt, il faut que nous développions ce type de PUP, le partenariat université-privée. C'est-à-dire que nous avons des formations. Il faut que ces formations-là, que nous mettons en place donc, des start-up, que nous mettons en place donc, tout un ensemble d'éléments qui puissent permettre des incubateurs et tout. Mais il faut que l'université, dans ses recherches donc, de financement innovant, mais se lie avec des privés pour pouvoir dire, dans le domaine par exemple du cosmétique, voilà ce que nous proposons. Voilà, le génie, ça ne manque pas, mais c'est l'encadrement qui pose problème. Ça va permettre 2 choses. Ça va permettre 2 choses. Premièrement, ça permettra aux étudiants d'avoir des ressources. Parce que d'abord, ça leur permet d'avoir la pratique, parce que nous avons besoin de lier d'immersion des étudiants en milieu professionnel, pour pouvoir donc appliquer ce qu'ils ont appris en théorique et en pratique dans les salles de travaux pratiques. Mais ça leur permet donc d'avoir cette immersion, mais ça leur permet également, dans le cadre de ce partenariat, mais qu'ils puissent être payés et qu'ils puissent permettre donc de financer eux-mêmes leur recherche. Alors, M. Diatta, si vous pouvez rebondir justement, parlant d'immersion, il faut qu'au niveau des universités, au niveau du top management, qui se rendent à l'évidence et à une réalité, à leurs prérogatives, qui aillent vers leurs prérogatives, le service à la communauté. C'est une nouvelle mission. Oui, c'est une nouvelle mission. Alors, c'est une opportunité d'expérimentation du savoir. Mais vivement les laboratoires. Moi, je suis parfaitement d'accord avec les laboratoires et les moyens qu'il faut. Mais qu'ils aillent au niveau de la communauté pour transformer ces communautés. On le disait tout à l'heure, au-delà de ça, l'université, les entreprises doivent venir au niveau des universités, poser des problèmes et essayer de trouver des solutions pour émerger. Il faudrait dire que les universités ont les solutions aux problèmes des entreprises. Des entreprises, mais il faut que les entreprises viennent, il faut qu'il y ait ce mécanisme, il faut qu'on crée les conditions pour que ça puisse se faire dans les règles de l'art. Comme le dit M. Fall, partenariat université-privée. Privé. Mais tout de même, il faut que ces universités au Sénégal soient dans l'optique de faire du développement local. Très important. Oui. Alors, non seulement c'est une nouvelle mais en plus de cela, il faut qu'il y ait une réelle volonté. Ça ne se limite pas à on vous a donné ces prérogatives, etc. On attend ça de vous, mais il faut qu'il y ait une réelle volonté. Et pour qu'il y ait une réelle volonté, encore une fois, il faut des managers aguerris, des managers, des marketeurs qui savent capter des fonds
et qui savent innover et qui ont une réelle volonté de faire bouger les choses, des visionnaires au vrai sens du terme, et qui ont la capacité de mobiliser. Et cela même, tout le monde pourra y tirer profit parce que cela ne va pas aller dans le sens de l'intérêt même des universités ou des entreprises, mais également cela participe au développement du pays. Transformer fondamentalement le vécu quotidien du commun des Sénégalais. Surtout. Et là, nous n'avons pas assez de temps, mais avant de boucler, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur qui menace de suspendre les enseignements destinés aux étudiants déjà inscrits et de ne pas prendre les bacheliers de la cohorte 2018 si l'État ne respecte pas, bien évidemment, ses engagements. Qu'en pensez-vous rapidement? Ils ont raison. Bon, en période préélectorale, c'est une nouvelle forme de communication pour atteindre un idéal, pour rentrer sur le fond. Et ils ont raison, ils ont investi, ils ont des charges. Ils doivent s'acquitter d'un certain nombre de choses. Ils ont raison, mais c'est une nouvelle forme aussi en fait, comme on peut dire de l'autre côté, c'est une menace, quoi. Mais en réalité aussi, il faut voir au-delà de ça aussi certaines réalités et négocier pour pouvoir trouver la bonne solution. Monsieur Fall, une menace qui met encore les nouveaux bacheliers en sursis. Vous savez, moi je suis un pur produit du public. Donc je ne peux pas être là à défendre le privé. Le privé, c'est le privé. C'est-à-dire que ce sont des gens qui investissent leur argent et qui ont besoin de rentabiliser leur argent. C'est-à-dire maintenant, est-ce que l'option de l'État, c'est de financer le privé ou de financer le public? C'est ça la véritable question. La question du privé était une question transitoire. C'est-à-dire que... Qui est finalement une continuité. Non, parce que pour nous, honnêtement, nous sommes des partisans vraiment de l'enseignement public. Ça veut dire que pour nous, tout étudiant qui a le baccalauréat et qui a la possibilité d'être orienté dans le public, c'est ça l'idéal. Maintenant, ceux qui ont les moyens et qui choisissent, eux, d'emmener leurs enfants dans le privé, ils ont l'entière responsabilité et toute la liberté de le faire. Mais notre objectif, honnêtement, c'est que l'enseignement public soit tout simplement disons, développé. Cela ne veut pas dire que nous sommes contre l'enseignement privé. Non, loin de là. Parce que nous sommes dans un milieu où chacun a son rôle à jouer. Mais et le privé du public est nécessaire. Le privé a son rôle à jouer et a sa partition à jouer dans ce cas. Mais nous sommes des partisans de l'enseignement public. Donc de ce point de vue-là, il y avait eu l'université Amadou Mahtar Mbow qui devait être construite. L'université El Hadji Ibrahima Niass qui devait être... Non, c'est en cours, hein? C'est en cours. Attendez, moi, Nous sommes malheureusement au terme de cette émission. Je suis les choses au jour le jour. Nous sommes malheureusement au terme de cette émission. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je suis les choses au jour le jour. Oui, c'est vrai. Mais je vous dis, quand on a posé la première paire de l'université Amadou Mahtar Mbow, c'était en 2013. Oui, malheureusement. Vous savez, il y a tellement de choses à dire. S'il vous plaît. Je vais ajouter une petite chose. Nous sommes au terme. C'est pourquoi il faut donner les moyens à l'université virtuelle. C'est que nous façonnée, managée par des Sénégalais. Et le défi au quotidien est tellement important, il faut leur donner des moyens additionnels. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de ce débrief très intéressant, on peut le dire. Une seule chose à retenir, il faut investir dans les universités. C'est là où se trouvent les solutions au développement de ce pays. C'était le débrief. Rendez-vous pour l'autre numéro plutôt du débrief, toujours sur Médian TV Afrique.